C'est exactement ce que ma mère a dit en jetant le manuel d'échecs préféré de mon grand-père dans la poubelle de la cuisine. Elle a même versé sa coupe de champagne dessus, riant comme si détruire sa mémoire n'était qu'un jeu. Mais dès qu'elle a quitté la pièce, je l'ai repêchée. Elle pensait se débarrasser d'une vieillerie inutile. Elle avait tort. À l'intérieur des pages évidées se trouvait la seule chose dont elle ignorait l'existence, le testament original et authentique d'Henri de Valois, enregistré par notaire. Il prouvait que l'acte de propriété qu'elle utilisait pour vendre le château était un faux. Il prouvait que je possédais tout. Le domaine, l'argent, absolument tout. Elle n'avait pas simplement jeté un livre. Elle m'avait remis l'arme qui allait la détruire. Avant de vous dire ce que j'ai fait de ce livre et comment j'ai utilisé mon silence pour les laisser s'autodétruire, laissez un commentaire ci-dessous. D'où m'écoutez-vous en ce moment? Je veux savoir qui est dans mon camp. Pour comprendre pourquoi je ne me suis pas enfui de cette cuisine en hurlant, vous devez comprendre ce qui s'est passé 1 heure plus tôt. La réception des funérailles touchait à sa fin. L'air du grand salon sentait les lys fanés et le parfum hors de prix. J'avais passé les 3 dernières heures à remplir des verres de vin et à prendre les manteaux, invisibles dans ma propre maison. Quand le dernier invité est enfin parti, je me suis approché de ma mère. Elle était assise en bout de la table de salle à manger en acajou, examinant une estimation immobilière avec un homme que je ne reconnaissais pas, un promoteur qui semblait mesurer le monde en mètres carrés. Maman, dis-je d'une voix calme, je me demandais si je pouvais récupérer le livre d'échecs de grand-père, celui sur la cheminée. C'est avec lui qu'il m'a appris à jouer. Béatrice leva les yeux, agacée que la domestique prenne la parole. Elle jeta un coup d'œil au livre relié en cuir sur l'étagère. Ce vieux truc poussiéreux pue la fumée de cigare. Elle l'attrapa. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me le tendre. Au lieu de cela, elle le balança sur une chaise en bois dur à côté d'elle. Puis, elle déplaça son poids et s'assit directement dessus. En fait, laisse-le, dit-elle en lissant sa jupe. J'ai besoin d'être surélevée. Cette table est trop haute pour négocier. Elle s'assit sur la mémoire de mon grand-père comme si c'était un coussin bon marché. Mon frère Guillaume, appuyé contre le buffet, lâcha un rire sec. Bonne utilisation, dit-il. Il inclina sa flûte de champagne, et un filet de liquide doré et collant éclaboussa la chaise, imbibant le dos du livre. Oups. Ma main a glissé. Ils ne m'ont même pas regardé. Ils ont continué à parler au promoteur de raser le jardin à la française pour y installer une piscine. Je suis resté là, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, réalisant que pour eux, je n'étais pas de la famille, j'étais un meuble. J'ai attendu qu'ils aillent sur la terrasse pour fumer des cigares avant d'attraper le livre et de courir à la cuisine pour l'essuyer. C'est là que j'ai trouvé le testament à l'intérieur. Et c'est là que la rage s'est finalement clarifiée en quelque chose d'utile. Si je sortais là-bas tout de suite et que je leur agitais ce document sous le nez, je savais exactement ce qui se passerait. Béatrice l'arracherait. Elle le déchirerait, le brûlerait ou prétendrait que c'était un faux. Cela deviendrait un litige civil. Ce serait ma parole contre la sienne devant le tribunal de grande instance pendant 5 ans, et elle avait l'argent pour me saigner à blanc en frais d'avocat. Le tribunal civil ne suffisait pas. Je ne voulais pas seulement la maison. Je voulais la justice. J'ai regardé la couverture humide et ruinée du livre. J'ai réalisé que mon silence était plus dangereux que ma voix. Si je restais calme, si je les laissais croire qu'ils possédaient le château, ils finiraient par essayer de transformer cette propriété en argent liquide. Et au moment où ils signeraient un contrat utilisant une maison qu'ils ne possédaient pas légalement, ce ne serait plus une dispute familiale. Ce serait une fraude. Ce serait un crime passible de la cour d'assises. J'ai mis le livre dans mon sac fourre-tout sous mon pull de rechange. J'ai essuyé le comptoir. Puis je suis retourné sur la terrasse, j'ai ramassé leur coupe de champagne vide et j'ai souri. La cupidité est le piège. Mon silence est l'appât. 2 semaines plus tard, le piège commença à se refermer. J'étais dans la véranda en train de faire les vitres, invisible comme toujours. Béatrice faisait les 100 pas, ses talons claquant agressivement sur le parquet. La vente de la maison rencontrait un obstacle. La recherche de titres traînait parce que les registres successoraux étaient anciens, remontant aux années 1940. Le promoteur commençait à avoir froid aux yeux. Mais Béatrice ne pouvait pas attendre. Elle avait des dettes dont je n'étais pas censé être au courant.
Des pertes de jeu au casino de Deauville et un train de vie qui nécessitait 10 000 € par mois juste pour maintenir l'illusion de la richesse. J'ai besoin de liquidité maintenant, Guillaume, siffla-t-elle en jetant une lettre sur le bureau. Les créanciers appellent. Guillaume, affalé sur le canapé les pieds en l'air, faisait défiler son téléphone. Alors, prends un prêt relais, un crédit privé rapide. Je connais un type. Il ne pose pas trop de questions sur l'historique du titre tant que tu as l'acte et un notaire. Taux d'intérêt élevé, mais on s'en fout. On rembourse quand la maison sera vendue. Je frottais une tache sur la vitre, mon rythme cardiaque s'accélérant. Un prêt privé à haut risque. C'était rapide, prédateur et agressif. C'était exactement le genre d'erreur qu'une personne désespérée et avide commettrait. Combien, demanda Béatrice. 500 000 € par virement immédiat. Déblocage immédiat à la signature. Béatrice arrêta de faire les 100 pas. Je pouvais voir la cupidité envahir son visage, lissant les rides d'inquiétude. Fais-le. Organise ça pour vendredi. Ils allaient utiliser la maison, ma maison, comme garantie pour un prêt d'un demi-million. Ils allaient signer des documents légaux prétendant qu'ils étaient les seuls propriétaires. Ils supposaient que j'étais trop stupide pour comprendre ce que signifiait une hypothèque. Ils supposaient que j'étais juste Manon, la fille qui nettoyait les vitres. J'ai fini le carreau, ramassé mon seau et suis sorti de la pièce. Je suis allé à la buanderie, j'ai fermé la porte et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé il y a 2 semaines. Maître Lefebvre, chuchotai-je quand l'avocat répondit. Ça arrive. Ils prennent une hypothèque sur la propriété. Ils signent vendredi. Êtes-vous sûr, Manon? Sa voix était grave et sérieuse. Une fois qu'ils signent ces papiers, il n'y a pas de retour en arrière. C'est une escroquerie bancaire et un faux et usage de faux. Ils iront en prison. Je sais, dis-je en regardant le reflet de mes propres yeux froids dans la porte de la machine à laver. Laissez-les signer. Le vendredi matin arriva avec le silence lourd et suffocant d'une salle d'audience juste avant la lecture du verdict. J'avais passé les 2 derniers jours à frotter des sols qui n'avaient pas besoin d'être nettoyés, à me faire paraître occupée, à me faire toute petite. J'avais besoin qu'ils me voient comme faisant partie du mobilier. S'ils me voyaient comme une personne, ils pourraient se souvenir que j'existais. Ils pourraient se souvenir que j'étais une menace. Mais pour Béatrice et Guillaume, j'étais juste la fille qui n'avait pas été à la hauteur. La fille qui nettoyait le désordre pendant que les adultes faisaient des affaires. À 10 heures, la sonnette retentit. Ce n'était pas la police. Pas encore. C'était Monsieur Dupuis, le courtier véreux. C'était un petit homme dans un costume qui semblait cher mais mal taillé, le genre de type qui vivait du désespoir et de la cupidité des autres. Il était suivi d'une notaire, une femme au visage sévère avec une lourde mallette. Ils s'installèrent dans la bibliothèque, étalant des papiers sur le bureau en acajou de mon grand-père, le même bureau où il m'apprenait les stratégies d'échecs les après-midi pluvieux. Maintenant, il servait à brader son héritage. J'entrais avec un plateau en argent rempli de café et de biscuits. Je gardais les yeux baissés, posant le plateau sur la table d'appoint. Béatrice ne m'accorda même pas un regard. Elle était trop concentrée sur l'écran d'ordinateur portable de Monsieur Dupuis, les yeux affamés. Alors, dit Béatrice, la voix tendue. Une fois que je signe, les fonds sont débloqués? Monsieur Dupuis tapa quelques touches. C'est exact, Madame de Valois. Dès que le notaire tamponne l'acte de fiducie et la reconnaissance de dette, j'autorise le virement. C'est un décaissement immédiat. Vous verrez les 500 000 € sur votre compte en quelques minutes. Mais je dois vous rappeler que le taux d'intérêt est agressif. Si vous manquez un paiement. Nous ne manquerons pas de paiement, l'interrompit Guillaume, se penchant par-dessus l'épaule de Béatrice. Il sentait l'eau de Cologne chère et l'arrogance. La propriété est vendue à un promoteur le mois prochain. C'est juste un pont. Nous avons des capitaux propres. Il mentait. Bien sûr, le promoteur s'était déjà retiré à cause des problèmes de titre. Ils n'empruntaient pas d'argent pour combler un écart. Ils empruntaient de l'argent pour s'enfuir. Ils encaissaient un jeton qu'ils ne possédaient pas avant que le casino ne réalise qu'il était faux. Procédure standard, dit Dupuis en glissant une épaisse pile de documents vers Béatrice. Signé ici et là. Paraphé le bas de la page 4. Je versai le café lentement, faisant durer la tâche.
J'avais besoin de le voir. J'avais besoin d'être témoin du moment exact où le crime passait de l'intention à l'action. Béatrice prit le stylo. Sa main ne tremblait pas. C'était la partie terrifiante. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas regardé le portrait de son beau-père accroché au mur. Elle a juste appuyé la pointe du stylo sur le papier et a signé son nom. Béatrice de Valois, propriétaire. Elle a signé la demande de prêt. Elle a signé l'acte d'hypothèque. Elle a signé l'attestation de propriété. À chaque grattement de l'encre, elle creusait un trou dont elle ne pourrait jamais sortir. Ce n'était plus juste mentir à la famille. C'était mentir à une institution financière. C'était une fraude au virement bancaire. C'était de l'escroquerie. La notaire prit les papiers, vérifia l'identité que Béatrice avait posée sur la table, puis, avec un bruit sourd, tamponna les documents. Le son résonna dans la pièce comme un coup de feu. C'était fait. Le mensonge était maintenant un document légal. Félicitations, dit Monsieur Dupuis en tapant la commande finale sur son ordinateur portable. Initiation du virement maintenant. Je ramassai le pot de crème vide et sortis de la pièce. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais mon visage restait de marbre. Je suis allé dans le couloir, j'ai mis la main dans la poche de mon tablier et j'ai touché l'écran de mon téléphone. C'était l'heure. Un seul carillon joyeux rompit le silence. Il provenait de l'ordinateur portable de Monsieur Dupuis. Il fit pivoter l'écran. Un sourire graisseux plaqué sur son visage. Transfert terminé. 500 000 €. Viré avec succès sur le compte de Béatrice de Valois. Ma mère laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. Elle attrapa le bras de Guillaume, les yeux fous de triomphe. On l'a fait. On est riche. Guillaume sortait déjà son téléphone, probablement pour appeler un bookmaker ou un concessionnaire de voitures de luxe. Je te l'avais dit, dit-il en bombant le torse. De l'argent facile. Je restais dans l'encadrement de la porte, ma main profondément enfoncée dans la poche de mon tablier, mon pouce planant au-dessus du bouton muet de mon écran. J'étais en appel actif avec Maître Lefebvre. Il était assis dans une berline au bout de l'allée et il n'était pas seul. J'avais besoin d'un dernier clou dans le cercueil. J'avais besoin d'une confession verbale pour correspondre à la signature. Maman, dis-je, ma voix tremblant juste assez pour paraître pathétique. Alors, l'argent est sur ton compte? Tu as officiellement hypothéqué la maison. Béatrice se retourna, son visage se tordant en une grimace de mépris. Elle me regarda comme si j'étais une tache sur son nouveau tapis. Manon, l'argent est à moi. La maison est à moi. Maintenant, disparais de ma vue avant que je demande à la sécurité de te jeter dehors. La sécurité, demandai-je, ma voix perdant soudainement son tremblement. Je ne pense pas que tu en auras besoin. J'ai désactivé le mode muet. Vous avez entendu ça, Maître Lefebvre? 5 sur 5, Manon, sa voix grésilla à travers le haut-parleur. Éloignez-vous de la porte. Je m'écartai. La porte d'entrée ne s'ouvrit pas. Elle vola en éclats vers l'intérieur. Ce n'était pas une frappe polie. C'était une descente. 4 agents de la police judiciaire en blousons officiels entrèrent dans la bibliothèque avec la précision d'un marteau-pilon, suivis de près par le procureur de la République et Maître Lefebvre. Police judiciaire, cria l'officier principal. Éloignez-vous du bureau. La pièce se dissolut dans le chaos. Béatrice hurla, laissant tomber sa tasse de café. Elle se brisa, éclaboussant de liquide sombre ses chaussures coûteuses. Guillaume essaya de reculer précipitamment, renversant sa chaise. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurla Béatrice en pointant un doigt tremblant vers les agents. « Qui êtes-vous ? Sortez de ma maison. » « Ce n'est pas votre maison, Béatrice, dis-je en marchant vers le centre de la pièce. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti le livre d'échecs. J'ai ouvert la couverture évidée et retiré le document que je protégeais depuis 2 semaines. Voici le testament original de grand-père, notarié, enregistré et très clair. Je le tendis à l'officier principal. Mon grand-père m'a tout légué. Ma mère vient d'utiliser une propriété qu'elle ne possède pas pour garantir un prêt. C'est une fraude bancaire. C'est de l'escroquerie. La réalisation frappa la pièce comme une vague physique. Mais la meilleure réaction ne fut pas celle de Béatrice.
Ce fut celle de Monsieur Dupuis. Le prêteur regarda les badges, puis le testament, et la couleur quitta son visage. Il réalisa qu'il venait de faciliter un crime majeur. Elle m'a dit que le titre était propre, hurla Dupuis, saisissant son ordinateur portable et le tendant vers les agents comme un bouclier. J'ai les emails. Elle a juré qu'elle avait l'acte. Je ne vais pas tomber pour ça. Vous expliquerez cela au juge d'instruction, dit l'agent en prenant l'ordinateur. Un agent s'avança vers Béatrice. Elle recula brusquement, stupéfaite. Non, ne me touchez pas. Je suis Béatrice de Valois. C'est ma maison. Béatrice de Valois, dit l'agent d'un ton égal, la retournant et verrouillant les menottes autour de ses poignets. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et usurpation d'identité. Ce clic métallique valait mieux que l'argent, mieux que la maison. C'était le son des conséquences qui arrivaient enfin. Ma mère me dévisagea comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. La bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés, puis elle cracha, petite sorcière. La vérité est patiente, maman, dis-je froidement et fermement. Et elle vient juste de manquer de temps. Alors qu'il la dirigeait vers la porte, j'expirai pour la première fois depuis des mois. C'était fini. Le château était sauvé. Le monstre était enchaîné. J'avais oublié une chose. Les monstres voyagent en meute. Officier, attendez. La voix de Guillaume était douce, presque ennuyée. Il se leva, brossa une peluche de son blazer et ouvrit sa mallette comme s'il attendait son signal. Vous arrêtez la mauvaise personne. Reculez, monsieur, avertit l'officier principal. Je crains de ne pas pouvoir faire ça. Guillaume produisit un document tamponné d'un lourd sceau officiel et le tendit avec un sourire narquois. Ma sœur Manon n'a pas la capacité juridique d'accuser qui que ce soit. Depuis 9 heures ce matin, elle est sous tutelle de l'État. L'agent parcourut la page, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Une ordonnance de placement sous tutelle d'urgence, annonça Guillaume à la salle. Délire paranoïaque sévère, fabrication de souvenirs, antécédent de falsification de preuves. Il se tourna vers moi, la pitié collée sur son visage. C'est bon, Manon. Tu fais une crise. On va t'aider. La pièce devint glaciale. L'agent regarda de l'ordonnance à moi, puis aux menottes de Béatrice, et hésita. La signature d'un juge avait du poids. Si j'étais incompétente, mon témoignage était nul. Le testament était suspect. L'arrestation pouvait être prématurée. Monsieur, dit l'agent à maître Lefebvre, cette ordonnance est signée par le juge Miller. Elle accorde la garde temporaire immédiate de Manon de Valois et de ses biens à Guillaume de Valois. Nous devons faire une pause. Béatrice cessa de se débattre et se redressa, un sourire cruel revenant sur ses lèvres. Je te l'avais dit, siffla-t-elle vers moi. Tu es malade. Tu as toujours été malade. Pendant 10 secondes terrifiantes, seule l'horloge comtoise bougeait. Je sentais les murs se refermer. C'était leur coup de maître. M'enfermer. Me droguer pour me réduire au silence. Vendre la maison pendant que je ne pouvais pas riposter. J'ai regardé maître Lefebvre. Il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air ennuyé. Officier, dit maître Lefebvre en s'interposant entre Guillaume et l'agent. Avant d'appliquer cette ordonnance, lisez l'addendum au testament d'Henri de Valois. Clause 14, sous-section B. Nous l'appelons la clause de lucidité. Guillaume ricana. Un testament ne l'emporte pas sur une ordonnance du tribunal, le vieux. Il l'emporte quand l'ordonnance a été obtenue par parjure, claqua Lefebvre, sortant un deuxième document. Henri avait anticipé cela. Tout bénéficiaire qui conteste l'état mental d'un autre bénéficiaire doit se soumettre à une expertise contradictoire, et l'accusateur doit prouver l'incapacité avec une évaluation légitime actuelle. Nous avons une évaluation, aboya Guillaume en agitant un papier. Le docteur Schwartz a signé un certificat ce matin. Docteur Schwartz. Lefebvre haussa un sourcil. Le même docteur Schwartz qui a été radié de l'ordre des médecins en Suisse pour fraude à l'assurance? Choix intéressant. Parce que nous avons aussi une évaluation. Il tendit un dossier à l'agent. Manon a volontairement effectué une expertise psychiatrique médico-légale complète hier après-midi, menée par le docteur Evans, expert psychiatre près la cour d'appel. Esprit sain, intelligence supérieure,
parfaitement capable de gérer son patrimoine. L'agent compara les documents, un certificat douteux d'un médecin discrédité utilisé pour précipiter une ordonnance, contre une expertise officielle propre datant d'il y a 24 heures. Grand-père avait toujours 3 coups d'avance, dis-je, ma voix coupant la tension. Il ne m'a pas seulement laissé de l'argent. Il m'a laissé un bouclier. L'hésitation de l'agent disparut. Il regarda Guillaume. Monsieur, avez-vous utilisé un certificat médical frauduleux pour obtenir une ordonnance du tribunal? C'est un parjure. C'est une entrave à la justice. Le sourire narquois de Guillaume s'effondra. Il regarda le papier comme s'il était devenu toxique. Je ne savais pas, le docteur a dit. Retournez-vous, ordonna l'agent. Main dans le dos. Non. Guillaume trébucha en arrière contre le bureau. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le tuteur. Je suis le... Les menottes claquèrent et mirent fin au discours. Tu n'es pas un tuteur, Guillaume, dis-je alors qu'il le faisait sortir juste à côté de notre mère. Tu es juste un autre pion. 6 mois plus tard, la moisissure et le champagne rassis ont disparu, remplacés par de la peinture fraîche, l'air marin et quelque chose de plus tranchant, la justice. Le prêt douteux est mort au moment où l'acte d'accusation fédéral est tombé. Les banques n'appliquent pas les contrats liés à des crimes, surtout lorsque la garantie a été volée. Le titre est propre maintenant. Le château est à moi légalement, moralement, complètement. Je n'ai pas vendu le domaine de Valois. Cela aurait été facile, rentable. Mais grand-père ne m'a pas laissé cet endroit pour encaisser. Il l'a laissé pour marquer un point. Je rénove les laits. D'ici le printemps prochain, ce ne sera pas seulement un domaine. Ce sera le refuge Henri de Valois, une maison de transition pour les femmes fuyant les abus financiers. Je prends la prison que ma mère a construite et je la transforme en forteresse pour des gens comme moi. Sur le balcon, le vent dans mes cheveux, je sirote du thé Earl Grey dans la tasse en porcelaine préférée de Béatrice. Celle qu'elle gardait sous clé. Celle pour laquelle elle hurlait quand j'avais 12 ans. Il a meilleur goût maintenant. À l'intérieur, la bibliothèque est restaurée. La tâche est partie. L'échiquier de grand-père est installé au milieu d'une partie. Sauf que j'ai fait un changement. 2 pions noirs manquent. Mon téléphone vibre. Une tentative d'appel en PCV depuis la maison d'arrêt. Béatrice appelle chaque semaine. Parfois Guillaume essaie aussi. Ils veulent de l'argent pour la cantine. Ils veulent t'expliquer. Ils veulent me blâmer. Je ne discute pas. Je ne rage pas. J'ouvre mes contacts, appuie sur Omer et touche au bloqué. Puis je fais la même chose pour un frère. Je n'ai pas seulement hérité d'une maison, grand-père. J'ai hérité de ma dignité. J'ai hérité du droit de dire non. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais calme. Ils pensaient que j'étais stupide parce que je versais le café pendant qu'ils complotaient. Ils ont oublié ce que tu m'as appris. Aux échecs, les pièces silencieuses sont souvent celles qui tendent le piège. Tu n'as pas besoin de renverser l'échiquier pour gagner. Il suffit de laisser ton adversaire faire le mauvais mouvement. Je prends une dernière gorgée. Je regarde l'horizon gris, puis je reviens à l'échiquier. Échec et mat, grand-père.